Bonjour, good morning, buenos dias, bom dia. Alors, c'est les années que j'ai passées au Brésil. Bienvenue, et maintenant je vais enlever mon nom. Je suis Jean Lebel, je suis le président du Centre de recherche pour le développement international et c'est un grand plaisir pour moi ce matin de vous recevoir ainsi que nos distingués invités. J'ai la conviction que ce sera des plus intéressants, des plus informatifs, et ça nous permettra d'avoir une perspective différente, peut-être, de celle que l'on a sur l'innovation en Afrique grâce aux présentations de nos invités. J'aimerais premièrement vous remercier d'être ici. Il y a de l'interprétation simultanée. Je vois des gens qui portent des écouteurs et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue Monty Solberg, qui est le président de notre conseil de gouvernance. Et merci d'être ici. Il est venu de Calgary pour cet événement. Avant de débuter la séance, j'aimerais vous donner une idée de ce que nous faisons au Centre de recherche pour le développement international et ce qu'on fait pour promouvoir l'innovation et la technologie en Afrique. Alors, essentiellement, le CRDI est une société d'État. On appartient aux affaires étrangères du Canada. Nous recevons 75% de notre financement du Parlement du Canada et nous faisons des levées de fonds aussi grâce au secteur privé, les philanthropes et aussi d'autres organisations bilatérales et multilatérales pour combler le 25%. Et que faisons-nous avec cet argent? Eh bien, on finance la recherche et pour les organisations de recherche qui se trouvent dans les pays émergents. Nous le faisons soit par des bourses ou d'autres formes de financement, par concours ou pas, mais nous travaillons aussi avec des organisations canadiennes ou autres. Nous travaillons dans la santé, l'agriculture, sciences, technologie, et c'est la science et les technologies qui nous amènent ici aujourd'hui. On investit dans les recherches et les institutions de recherche, et nous le faisons afin d'avoir des résultats qui sont créés localement ou nationalement ou au plan national par des chercheurs qui ont une meilleure perspective et connaissance de ce qui se passe chez eux et grâce à leur expertise peuvent élaborer leur recherche et donner des résultats qui auront une incidence sur les politiques afin de pouvoir façonner un monde meilleur. Au cours des années, le Centre a pu travailler avec des dirigeants présents et passés, anciens. Parfois, ces dirigeants vont se lancer dans le milieu universitaire ou en entreprise, ou parfois en politique. Un exemple de ceci, lundi soir, j'étais à un dîner et le premier ministre du Burkina Faso, M. Tao, est venu me voir et il m'a dit « Merci, Jean ». Et moi, je lui ai dit « Merci à vous ». Et il m'a dit « J'ai reçu du financement du CRDI et c'est grâce à vous, à votre bourse, que j'ai pu faire mes diplômes, mes études. » Mais là, je me suis présentée, j'ai dit, je suis Jean Leblanc, vous êtes qui? Ah, moi, je suis le premier ministre du Burkina Faso. Alors, je cite cet exemple, pas parce que c'est notre argent qui va former les premiers ministres et les présidents, mais c'est une anecdote et il y en a d'autres. Et tout ça pour vous démontrer que l'investissement dans la recherche, c'est pas toujours payant à court terme. Ça peut se transformer. Ça peut devenir un résultat de projet de recherche, mais peut donner des résultats qui sont assez époustouflants. En Afrique, dans les années 90, afin d'aider l'Afrique du Sud pour passer à un gouvernement non apartheid, on a travaillé pour faire la gestion de l'eau, la réforme des institutions, le commerce, les finances. Le centre
a amené des gens de la diaspora au Canada. Et la même chose pour le Chili et les gens de Mozambique. Et lorsque Nelson Mandela a formé son premier cabinet, plus de la moitié des ministres étaient des récipiendaires de bourses du CRDI lors de leur carrière. Alors, on ne peut jamais savoir ce que donnera la recherche lorsqu'on parle de leadership. Mais c'était tout simplement pour illustrer les bienfaits de ce que nous faisons. Et le CRDI reçoit son financement du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada. Et il l'utilise aussi pour soulever des fonds. On a un effet de levier de 1 $ que l'on met soulève 4 $. Au cours des dernières années, ces partenariats, soit avec des fondations privées comme la Fondation Gates, la Fondation Hewlett, ou des gouvernements comme le gouvernement britannique, le gouvernement canadien, le gouvernement d'Australie, de Norvège, a permis au CRDI de soulever des montants supplémentaires cette année de 70 millions de dollars qui vont à la recherche. Donc, cet esprit de partenariat est bien réel et il est très efficace pour mener des agendas conjoints comme on le fait présentement dans divers secteurs. Et un de ces secteurs-là touche bien sûr l'éducation, l'innovation et les échanges commerciaux parce que c'est la base de la pyramide du développement. C'est une phrase que j'utilise parce que le gouverneur général, avec qui j'étais en visite d'État il y a quelque temps, l'utilise et je trouve qu'elle est très à propos. Éducation, innovation, échanges commerciaux, ce sont les piliers d'un triangle. Et on utilise cette approche-là pour faire du travail, par exemple, dans le domaine agricole. Au cours des années, en Inde, le petit millet, une céréale, est disparu ou presque de la carte. Small mill. Alors, le petit millet a failli disparaître. Et pourquoi? Parce que les technologies en grains céréales étaient concentrées sur le blé, le maïs et le riz, ce qui a failli déplacer le petit millet qui représentait 20% des terres agricoles, qui est très nutritif, qui tolère le stress, que ce soit la sécheresse et autres. Et aujourd'hui, après presque 10 ans d'investissement avec le CRDI et le gouvernement canadien, le petit millet est réintroduit. C'est économique, c'est nutritif et ça garantit une sécurité alimentaire. Et c'est un intérêt principal pour le Canada lorsqu'on pense au développement international. Évidemment, ce n'est pas surprenant que la technologie, la science et l'innovation sont des moteurs clés de la croissance économique. Et un nombre de pays africains suivent ce même modèle. Et le Canada travaille à les appuyer dans plusieurs domaines. Il y a eu la déclaration de Maputo qui a été ratifiée il y a 10 ans environ, demandait aux pays africains de dédier 10% de leur budget au développement agriculturel. Donc, la Guinée, Malawi, Mali, Niger et Sénégal ont dépassé la cible. Et la plupart des pays ont eu des percées assez intéressantes pour la sécurité alimentaire. Alors, ce n'est pas seulement le soutien canadien, mais le soutien national qui est mobilisé. Le CRDI a contribué en technologie et innovation. On parle de la Mozambique et aussi les technologies en information et en communication, l'éthique. Nous travaillons avec des conseils subventionnaires en Amérique latine et en Chine pour voir quels sont les défis de l'avenir. Ces pays peuvent développer le avenir avec un agenda clair de sciences et technologies. Alors, ils vont se présenter à la table, non pour demander de l'argent parce qu'ils en ont besoin, mais en disant que si on veut contrôler notre propre développement, voici les avenues en sciences et technologies dont on aimerait profiter. Je trouve ça très stimulant. L'Afrique est peut-être le nouvel Eldorado du commerce. Vous le savez plus que moi. Et les occasions de collaboration vont augmenter à mesure que ces pays africains investiront davantage dans l'innovation. Grâce à notre présence dans la région et notre travail avec les partenaires et les ambassades, nous sommes témoins de grands changements dans les marchés émergents africains.
De nouvelles agences sont créées pour inspirer la science et l'innovation. Il y a davantage de partenariats et de collaboration et avec les agences de financement des pays avoisinants et aussi avec le secteur privé. Un exemple assez intéressant et dont j'ai été témoin à Nairobi avec l'Université de Nairobi est un partenariat avec un philanthrope privé afin de développer des pépinières, des couveuses. Et il y a eu 15 entreprises qui ont été démarrées. Quel sera le taux de survie? On ne sait pas, mais c'est un déclencheur d'innovation. Et les panélistes que nous entendons aujourd'hui nous en donneront des exemples. Et je vous avais dit que j'allais être assez bref. Je crois que j'ai déjà dépassé mon temps, mais là, j'aimerais avoir accueillir Marcel Forcuy, qui va animer cette séance. Alors, ma chère, vous avez la parole. Merci Jean. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Juste avant de commencer, je voudrais vous conseiller que la session va être enregistrée et va être disponible sur la page YouTube du CRDI. Alors, on va commencer avec les introductions de nos invités. Premièrement, nous avons Johan Mouton, qui est directeur du Centre for Research on Evaluation, Science and Technology à l'Université Stellenbosch et le département de sciences et le Centre d'excellence et en politique STI. Il est aussi directeur de 5 programmes post-doctorat en évaluation, technologie. Il a été publié plusieurs fois et siège sur plusieurs CA de journaux universitaires. Johan a été élu à l'Académie des sciences de l'Afrique du Sud en 2012. À sa gauche, nous avons Julien Rotich, qui est cofondatrice et directrice générale de Ushahidi Inc. et conseillère de iHub, qui est un fellow du directeur du Media Lab du MIT et présidente du Conseil des priorités mondiales en matière de développement axé sur les données du Forum économique mondial. Julian a été reconnu par Fortune Magazine à titre de leader global en 2014 et a été nommé entrepreneur social de 2011 par le Forum économique mondial. Et enfin, Thierry Zomahoun, directeur général fondateur. Il dirige l'Institut africain des sciences mathématiques, Next Einstein Initiative. Alors, c'est un projet qui a été conçu pour avoir un réseau pan-africain de centres d'excellence pour fournir une formation à la fine pointe postdoctorale en mathématiques et sciences. Ames est passé d'un centre d'excellence à un réseau panafricain de 500 centres et 55 diplômés en sciences mathématiques par année, à près de 200 qui viennent des 38 pays du continent africain. Alors, avant d'entendre ce que nos panélistes ont à dire, j'aimerais prendre quelques minutes pour bien encadrer notre discussion. L'Afrique est l'avenir pour le commerce. La croissance mondiale va dépendre du commerce avec les pays développants. Et après l'Asie du Sud-Est, l'Afrique est en pleine croissance. Dans le passé, et qui est passé de 10 à 170 milliards de dollars au cours des 10 dernières années. Les bourses subsahariennes ont mené les marchés et les gestionnaires de fonds sont plus excités que les économies émergentes du BRIC. Et le FMI prévoit qu'entre 2010 et 2020, 10 des plus grandes économies florissantes seront des économies africaines. Alors, c'est peut-être pas aussi surprenant que l'on croit. L'Afrique détient 15%
de la population du monde, 20 de ses ressources naturelles et seulement 3 du PIB. Alors, le potentiel n'est plus limité comme il a été dans le passé, n'est plus limité seulement à l'exportation des ressources naturelles. Et les occasions sont en pleine croissance à mesure que l'Afrique investit dans les sciences et technologies. Rwanda était parmi les 10 pays dont l'économie a grandi le plus entre 2000 et 2010. C'est plus facile de démarrer une entreprise en Rwanda qu'en Suisse ou à Singapour. Un consortium africain avec l'Australie est en train de construire le plus grand télescope. L'Ouganda, le Kenya, le Ghana, Sud-Afrique et le Sénégal ont tous performé très bien sur les indices de rendement. M-Pesa, qui est une plateforme bancaire pour les banques mobiles, a été inventée en Kenya avec 20 millions d'utilisateurs au Kenya et en Tanzanie. Et il y a aussi une couveuse d'entreprise appuyée par le CRDI a créé 105 entreprises en 2 ans. Et FAST l'a nommé une des compagnies les plus novatrices. Le sciences mathématiques africaine des sciences mathématiques offre une formation de premier ordre aux meilleurs étudiants du continent. Aux meilleurs étudiants du continent. Et donc, le but, c'est de trouver le prochain Einstein en Afrique et combler cet écart de compétences afin de continuer à appuyer la croissance de l'Afrique. Alors, c'est très encourageant. Certains facteurs freinent encore la croissance, notamment la méconnaissance des besoins locaux, la faiblesse des capacités en sciences et en technologie et le manque de collaboration entre les pays africains. Et aussi peu de connaissances pour les besoins locaux. Les médicaments de VIH qui sont développés ne traitent pas la souche qu'on retrouve en Afrique. Alors, il y a eu une croissance moyenne de 5 et devrait atteindre 6 de croissance en 2015. Mais il y aura sans doute des soubresauts. La croissance n'est pas toujours rectiligne. Mais les perspectives sont bonnes, surtout si on peut mettre à profit les investissements que l'Afrique et les investissements africains dans leur technologie. Et c'est pour le bien de l'Afrique. Cette transformation offre des occasions d'affaires pour les universités, pour des conseils subventionnaires et le secteur privé pour collaborer avec l'Afrique. C'est une occasion aussi pour le Canada et d'autres pays pour assurer une prospérité mutuelle en ayant de forts partenariats. Alors, sur ce, je vais demander aux panélistes de faire leur présentation et suite à cela, on aura une discussion. On va commencer avec Johan Moutun. Merci, Nasser. Et merci, Monsieur Lebel, de m'avoir invité. Ça m'a permis de venir à Montréal pour la 3e fois, une très belle ville. Évidemment, le per diem que me donne le CRDI n'est pas suffisant pour voir toute la ville, mais bon, peut-être la prochaine fois. Je suis de la ville du Cap et je vais vous parler des sciences en Afrique, pas de l'innovation, mais si vous avez des questions sur l'innovation, je vais vous répondre. Je vais vous parler de deux histoires, 2 étapes. La science en Afrique, et si on regarde ce qui s'est passé depuis 40 ans, les 30 premières années entre 1970 et 2000, c'était notre héritage de négligence, si vous voulez. Les politiques du FMI offraient une éducation de base. Il y avait des politiques de cette banque qui parlaient à l'éducation supérieure comme étant un luxe. Alors, beaucoup de gouvernements africains n'ont pas assez payé ou n'ont pas assez financé les universités. Et les universités sont critiques parce que c'est les universités qui produisent les compétences et les connaissances. Il y a très peu de R&D. Et comme vous le savez, dans les années 70, les années 80, il y a eu beaucoup d'instabilité politique. Il y a eu beaucoup de guerres civiles en Afrique.
et les sciences ne fleurissent pas dans ces contextes-là. Et ceci a créé un énorme problème parce qu'en même temps, après la croissance et l'éducation supérieure, on a vu le taux d'enrôlement dans les universités qui a quadruplé. Et tout à coup, on a coupé le financement aux universités. Alors donc, les laboratoires et les salles de classe ne pouvaient plus recevoir tous ces étudiants. La conséquence, c'est qu'il y a eu que tous les bons cerveaux de l'Afrique ont quitté. Jusqu'à 67 000 professionnels et universitaires et scientifiques ont quitté le continent africain. Et à ce moment-là, on disait qu'il y avait plus de scientifiques africains qui travaillaient aux États-Unis qu'en Afrique. Alors, c'était l'impact de ces politiques. Pour les sciences et la technologie, c'est en fait que nos institutions ont été déinstitutionnalisées. Tout a été fragilisé. Les laboratoires n'étaient plus maintenus ni entretenus et le financement en recherche et développement a été freiné. Il y avait un autre facteur, et c'est toujours le cas, c'était une énorme dépendance sur le financement étranger pour la recherche et le développement. Lorsque les universités dépendent de financement étranger, les niveaux sont établis par les organisations et pas par les priorités nationales. Alors, les conséquences, c'est qu'il y a un manque de diversité dans les sciences africaines. Et donc, ça, c'était entre 70 et 2000. Maintenant, est-ce que les choses ont changé? J'ai décidé de vous montrer ces pages couverture de Time. Je ne crois pas que les sciences sont en plein essor, mais on sent qu'il y a un virage qui se fait. Alors, pas tout à fait optimiste, mais un peu optimiste. Alors, la gouvernance des sciences. Jean en a parlé. On a fait beaucoup d'études. Il y a un nouvel engagement envers la science et la technologie de la part des ministres. En 2007, la conférence des ministres de sciences et technologie ont engagé 1% du PIB pour les sciences et technologies. Et il y a environ 10 pays qui ont des moyennes supérieures à 4 et 5%. Et il y a eu des ministères de sciences et technologies et il y a aussi des conseils qui sont dédiés à la science et la technologie. Et depuis 10 ans, dans chaque pays subsaharien, une révision ou une refonte de sciences et technologies. On a effectué une étude il y a 2 ans pour la Banque mondiale. Ils nous ont demandé de tenir compte des initiatives qui font pour promouvoir les sciences et technologies. Il y avait 170 initiatives depuis 2000. C'est des agences comme l'ACDI, Danita, Rockefeller, Gates qui investissent dans l'éducation supérieure. On n'a jamais vu une telle augmentation en éducation, recherche et développement et sciences et technologies. 2 exemples très précis. Il y a 2 mois, GlaxoSmithKline a annoncé une subvention et un investissement dans le subsaharien dans 2 usines. Cet investissement, 130 millions de livres sterling, c'était pas tout seulement pour avoir des laboratoires de recherche et développement, mais aussi pour appuyer 25 chaires en développement de vaccins et autres dans les universités africaines. Alors, c'est un investissement qui vient arrimer l'innovation aux sciences. La Banque mondiale, qui avait dit que l'éducation supérieure était un luxe, la Banque mondiale a annoncé il y a à peine un mois qu'elle va investir 150 millions de dollars américains en 19 centres d'excellence universitaire dans les pays de l'Afrique occidentale, en
sécurité alimentaire et autres. Alors, ce qui est intéressant avec ces investissements, ce sont ces investissements dans les institutions de sciences et innovation. On va parler des effets qui ont été ressentis. Je vais vous parler au niveau scientométrique. La proportion africaine en dépenses R&D produit 2 des sciences. Alors, on pourrait dire que c'est moins cher de produire en Afrique et je pourrais vous l'expliquer, mais je ne le ferai pas. Parce que vous ne savez pas, il y a une étude qui a été publiée pour l'Union africaine à étudier la production de littérature scientifique. Si vous prenez les 50 pays comme étant un seul pays, qui est assez difficile, mais si vous le prenez comme un seul pays, en 2005, il aurait été coté 19e au monde en résultats scientifiques. 5 ans plus tard, il aurait été coté au 15e rang. Et la croissance en littérature scientifique est 4e au monde, derrière la Chine, le Brésil et... Alors, voici seulement un des indicateurs. Une émergence de la grande science, l'SKA, en passant, dans l'Afrique subsaharienne, où il y a 6 pays, lorsqu'on s'enligne avec 2020, ça va être la plus grande économie. Ça va être 50 fois plus grand que le plus grand radiotélescope au monde en ce moment. Et les données que ça va recueillir vont être 10 000 fois plus rapides que ce qu'on voit actuellement avec le plus grand télescope au monde. En passant, si vous voulez voir une grande réussite, récemment, ils ont donné 500 bourses d'études à des étudiants en mathématiques, en astronomie et en astrophysique. Ça a créé beaucoup d'emplois dans bien des régions du pays, y compris pour l'instrumentation qu'on utilise pour les télescopes. Alors, la physique, ça va vraiment créer de la richesse. Alors, pour terminer, quels sont les impératifs? Je pense que c'est lié à plusieurs choses. On doit continuer à renforcer les institutions qui ont souffert à cause qu'elles ont été négligées dans le passé. On doit investir dans la recherche et dans les instituts de recherche. Ils sont émergents, mais dans bien des cas, on doit bâtir leurs capacités et investir dans ça parce qu'ils jouent un rôle essentiel dans la gestion de la science au pays. On doit continuer à investir dans des chaires et des centres d'excellence parce qu'ils deviennent des centres où la science et l'innovation sont concentrées. Et on doit aussi investir, à cause de l'exode des cerveaux, on doit investir dans des programmes de doctorat afin qu'on puisse créer la nouvelle génération de scientifiques au pays. Merci beaucoup. Merci, Johan. Alors, je pense qu'on va faire le prochain forum à Regina. Alors, comme ça, votre per diem va vous permettre de voir la ville entière. Et Regina, mon épouse vient de Regina, donc. Alors, merci beaucoup, Johan. On va discuter de comment est-ce qu'on peut convertir ces investissements en sciences et en technologie en valeur commerciale, en emploi. Mais maintenant, je vais demander à Juliana de venir nous parler des espaces d'innovation émergents en Afrique. Merci beaucoup. Donc, merci pour l'invitation de me joindre à vous. C'est la deuxième fois que je viens à Montréal et je n'ai pas beaucoup visité la ville non plus. Alors, j'espère que la prochaine fois, ce sera la bonne. Donc, moi, j'ai de l'expérience en technologie et en sciences informatiques et je suis une geek assez fière. Lorsque j'étais jeune, c'était pas quelque chose qui était trop à la mode, mais maintenant, ça l'est, à mon âge. Alors, je voulais m'assumer. Donc, je vais débuter en vous donnant un peu de contexte sur
Ushahidi, c'est l'organisation. On a débuté comme projet collaboratif au Kenya afin de donner un point de vue du citoyen sur ce qui se passait dans la période post-élection. On a vu la plateforme. C'est un logiciel qui permet aux gens de signaler et de dire, bon, voici où je suis et voici ce qui se passe. Ils peuvent faire ça avec des technologies simples, avec les SMS, avec les courriels ou les réseaux sociaux. Et cette technologie simple, à l'époque, c'était pas si simple que ça, mais c'était seulement une carte et une façon dont les gens pouvaient signaler les événements. Mais ça a donné aux citoyens l'opportunité de s'exprimer. Et ce qu'on a vu dans le passé, ou au cours des 5 dernières années, c'est l'adoption de cette technologie partout dans le monde. Donc, quelque chose qui a débuté au Kenya maintenant est utilisé dans plus de 150 pays. Et il y a plus de 60 000 cartes qui couvrent des crises au Japon, les élections au Malawi. Et avec l'appui de la CRDI, ça nous a aidé en Égypte à signaler l'harcèlement avec une carte qui s'appelle Harass Map. Il y a une équipe extraordinaire sur le terrain en Égypte. Donc, c'est devenu une compagnie technologique à but non lucratif mondial et l'idée derrière tout le travail qu'on fait, c'est de changer la façon dont l'information circule et d'habiliter les gens afin qu'ils puissent avoir des outils et une communauté qui va les aider à passer au prochain niveau. Et on continue d'essayer de partir des initiatives vraiment à la fine pointe de la technologie. En 2010, mon collègue Eric Hesman est déménagé des États-Unis vers le Kenya afin de débuter ou de créer le iHub ou de démarrer le iHub. On a aussi cette petite chose-là, ça s'appelle la brique et je vais en parler plus tard, mais l'idée, c'est que on essaie de créer des écosystèmes et de collaborer et de créer un espace et un environnement où les entrepreneurs peuvent être à l'aise et peuvent accéder aux ressources dont ils ont besoin. Donc je veux vous parler de l'innovation. Et si on regarde ce qui est arrivé au Kenya, alors le contexte technologique est assez récent, c'est émergent, mais ça grandit. Des espaces comme eHub sont là pour catalyser la croissance de ces communautés technologiques. On y arrive en développant et en liant les gens, en appuyant les entrepreneurs et en faisant circuler l'information. Le eHub, le iHub, ça a été le premier espace comme celui-là en Afrique et on en a vu plusieurs autres créés depuis ce temps-là. Il y a plus de, d'après un estimé de la Banque mondiale, on dit qu'il y a environ 90 hubs ou concentrations comme ça en Afrique. Et l'idée, c'est de vraiment appuyer les meilleurs talents innovateurs. Donc, en plus de iHub, il y a des grandes compagnies maintenant qui commencent à vraiment s'enraciner au Kenya. Par exemple, IBM Research, ils ont ouvert un centre de recherche à Nairobi. Alors, leurs grandes technologies analytiques sont là. Et si vous regardez Jeopardy, c'est Watson. Et en fait, ils amènent cette technologie en Afrique parce qu'en Afrique, on a des problèmes complexes. Donc, c'est logique d'avoir des solutions complexes. Et c'est pour ça qu'ils veulent étudier les problèmes de trafic et d'autres genres de problèmes complexes. Alors, c'est un bel endroit où on peut voir comment on peut vraiment en arriver à la résolution de problèmes. Une autre grande compagnie qui est maintenant présente au Kenya, c'est Philips, et ils ont un centre d'innovation. Ils essaient de trouver ou de créer des produits innovateurs. Alors, pourquoi est-ce que ces compagnies viennent au Kenya? Lorsqu'on a débuté en 2010, on se disait qu'on allait créer un environnement qui aiderait les gens à communiquer, mais c'est très bien de voir qu'on n'est pas les seuls qui pensons que les entreprises peuvent bien s'en tirer dans des environnements assez difficiles. Donc, une des choses qu'on fait aussi, c'est qu'on lie les capitaines de l'industrie. Joe Yeater, le directeur de MIT Media Lab, s'est joint à nous au iHub et il a partagé son expérience non seulement avec les entrepreneurs dans notre réseau, mais aussi avec des jeunes qui viennent d'obtenir leur diplôme et pour les inspirer à penser de façon mondiale. Alors, il faut produire au niveau local, mais ensuite, il faut trouver une façon
de vraiment aller au niveau global avec nos produits. Alors, comme Expressa, maintenant, on est en expansion en Europe, en Bulgarie, et on permet aussi aux gens d'utiliser M-Pesa afin de payer pour leurs billets. L'autre point que je voulais soulever, c'est que il faut investir dans ces réseaux novateurs et mondiaux et il faut utiliser la collaboration pour vraiment propulser la croissance et encourager les compagnies. Alors, on a un incubateur et des niveaux différents dans l'édifice où on essaie d'offrir une connexion à des investisseurs et d'avoir une culture d'investissement. Alors, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin dans cet espace. Et il y a aussi un espace où il y a plus de recherche et de développement. La pipeline, pour la science et la technologie, ce n'est rien sans un environnement propice à la croissance. Donc, iHub, ce qu'on a pu faire avec ça, c'est de vraiment démystifier le fait que la communauté technologique d'Afrique n'a pas d'idée, de talent ou d'ambition. Il y a beaucoup de potentiel en Afrique, comme on a dit plus tôt, mais on a besoin d'investissement. On doit investir dans ces réseaux humains, mais je crois que l'avenir est prometteur et je vais vous montrer, je vais vous donner un aperçu de l'espace dont je vous parle et ça va vous donner une idée d'une journée normale collaborative chez nous. Alors, s'il vous plaît, la vidéo. Une des raisons principales pour laquelle on voulait venir, c'était pour prendre certaines des technologies dans le Media Lab et les amener dans des endroits où on pourrait utiliser ça dans des circonstances assez extrêmes. Alors, où il y a beaucoup de pollution, beaucoup de trafic, qui sait. Et pour y arriver, il fallait qu'on en apprenne beaucoup des gens du Kenya. Alors, quelle est la promesse de la technologie si on veut résoudre des problèmes? C'est de rendre les gens plus à l'aise, de donner des capacités aux gens. Et ça, c'est la partie extraordinaire de la technologie. Donc, l'objectif, c'est de créer quelque chose. Je m'excuse, le son n'est pas bon. Et on prend un problème mondial. Je m'excuse, le son n'est pas assez bon pour traduire. Je suis vraiment surpris par les grands penseurs qui sont ici et c'est très relax. Donc, il y a des gens qui absorbent toute l'information, mais s'ils ont une idée, ils veulent en parler très rapidement et l'approfondir très rapidement. Alors, ça, c'est très bien. Merci beaucoup de votre attention. Juliana, merci. Alors, tu ne devrais pas t'excuser pour être une geek que pour être un cerveau. Je pense que les grands cerveaux, c'est eux qui vont avoir le contrôle du monde bientôt. Ici, on a plus de geeks africains. Je pense qu'on va devoir faire attention. Donc, Terry, est-ce que je peux vous demander de venir ici au podium et de nous parler de Ames et du manque de compétences qu'on peut voir en Afrique? Merci beaucoup, Nassa. Avant de vous parler de Ames et des problèmes de compétences en Afrique, j'aimerais remercier CRDI, Jean Lebel et son équipe pour le travail extraordinaire qu'ils font. Alors, s'il vous plaît, poursuivez votre bon travail. Alors, je suis bien heureux d'être ici avec vous. Et il y a quelques minutes, Johan m'a demandé, « Bon, ben où est-ce que tu habites de ce temps-ci? » Et c'est une question assez simple, mais des fois, ça me prend quelques moments avant de répondre à cette question parce que j'ai dit à Johan que c'est le Canada et l'Afrique du Sud. Montréal, j'habitais ici, et ma famille aussi, lorsqu'on est arrivé ici, lorsqu'on a émigré ici, dans les années 2000 de Genève. Et au cours des 3 dernières années, je suis en Afrique du Sud. Alors, je suis très chanceux d'avoir 2 villes, Cape Town et Montréal. Donc...
Donc, je pense que je veux poursuivre sur ce que Nasser a dit, mais je veux vous ramener dans le passé. Il y a 15 ans, dans un de ses derniers gestes comme président, Bill Clinton a dit que la plus grande contrainte de la croissance, c'est l'incapacité des compagnies américaines d'engager des gens avec les bonnes compétences. Et ça, c'était 8 ans avant la crise économique. Et 15 ans après, les compétences qui ne sont pas enlignées, c'est toujours un problème mondial. Ce n'est pas seulement un problème en Afrique. Et comme Nasser et Juliana et Johan ont dit, moi, je voulais vous dire que l'Afrique, c'est la prochaine frontière pour 3 raisons. C'est la prochaine frontière à cause que le continent est l'économie qui connaît la plus grande croissance au monde. Et ça va demeurer comme ça pendant bien des générations. L'Afrique est la prochaine frontière parce que pour le Canada et le reste du monde, l'Afrique est le prochain arrêt pour le commerce. La 3e raison pour laquelle l'Afrique est la prochaine frontière, c'est à cause que le continent est en croissance soutenue comme hub d'innovation et de technologie. Oui, il y a des défis, mais l'Afrique est la nouvelle frontière parce que on est vraiment très puissant d'un point de vue économique et on grandit très rapidement. On a des organisations qui grandissent très bien, très rapidement. Et notre classe moyenne va doubler en dans de 2 générations. Notre marché des consommateurs de consommation va être à 1,3 trillion d'ici 2020. On va surpasser la Chine, l'Inde et le Brésil. Et l'Afrique, notre population, nos jeunes, est en pleine croissance. L'énergie, la vitalité des jeunes de l'Afrique et leur faim pour la nouvelle technologie et l'innovation, c'est sans... Vous n'allez pas trouver ça ailleurs au monde. C'est hors pair. La 2e raison pour laquelle nous croyons la raison pour laquelle on est si optimiste, c'est que l'Afrique va être le prochain arrêt pour le commerce. Nasser a dit que notre croissance en Afrique a beaucoup grandi. On a grandi de 200 % au cours des dernières années. Les grands investissements ont été faits dans l'industrie minière, dans la fabrication, dans l'industrie des banques. Et il y a eu beaucoup d'investissements dans la recherche scientifique, la prospection géologique et la technologie. Et en même temps, l'Afrique est aussi en pleine croissance pour la science et l'innovation. Il y a beaucoup de hubs partout au continent et des grands projets scientifiques. Alors, dans le GIA-Congo, 81 milliards, le Tagalog Railway Program, qui relie le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. 13 milliards, l'ESCA, qui a été mentionné, le Koza City au Kenya, le projet Izama en Ghana. Tous ces projets vont demander des effectifs qui ont des compétences mathématiques et scientifiques. Tous ces projets exigent des travailleurs qui sont compétents, qui ont des compétences mathématiques et scientifiques. La demande pour ces compétences avancées est en pleine explosion et l'Afrique va devoir traiter de ces demandes en termes de compétences, d'écart des compétences et de qualifications aux 3 niveaux de la pyramide des compétences, à la base, professionnelle et avancée. Et c'est pour ça que nous avons débuté AIMS il y a plus de 10 ans et le Next Einstein Initiative. AIMS, c'est une vision de transformer l'Afrique par le biais de la science et des compétences avancées. C'est aussi une mission de prendre les meilleurs élèves de l'Afrique et les transformer en penseurs critiques. Et on veut les aider à résoudre des problèmes afin de vraiment être le moteur du développement en Afrique. AIMS va réinventer les universités du 21e siècle. AIMS, c'est des élèves de partout en Afrique
à qui on donne l'occasion de vraiment faire face aux plus grands défis du continent. AIMS est aussi un corps, une organisation internationale d'académiques, d'universitaires, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine. Et tous ces gens-là travaillent ensemble chez AIMS pour former les élèves de AIMS. Souvent, nos élèves de AIMS peuvent s'asseoir avec des récipiendaires de prix Nobel et ils sont là, ils peuvent discuter avec eux. Et ça, c'est l'Afrique que nous bâtissons. C'est l'Afrique qu'on est en train de bâtir et de créer. 70% des étudiants qu'on a formés à date vivent toujours et travaillent en Afrique. Et notre objectif, c'est de trouver le prochain Einstein. Et je dois vous dire que le prochain Einstein pour AIMS peut être un homme ou une femme. On s'en fiche. On veut que le prochain Einstein provienne de l'Afrique. On applique une formule assez simple, celle que vous voyez derrière, afin de vraiment enligner les compétences et de combler cet écart des compétences. Cette formule nous dit qu'un des moteurs principaux qui va aider l'Afrique à soutenir sa croissance, son développement économique et son côté innovateur, c'est les compétences égale C au facteur de Q plus 2P plus E. Alors, je vais vous en parler dans quelques moments, mais je veux vous montrer une petite vidéo. Et cette vidéo a une histoire. Il y a quelques années, on a rassemblé en Californie certains de nos participants AIMS qui habitaient en Amérique du Nord. On les a rassemblés dans une pièce avec 4 géants du monde. Stephen Hawkins, Sidney Poitier, Quincy Jones et Morgan Freeman. Ils ont raconté une histoire. Est-ce que je peux terminer avant qu'on débute la vidéo? Ils ont raconté une histoire. Ils ont partagé leur histoire avec tous ces géants du monde. Et ils ont dit, Morgan Freeman a dit, je ne vais pas permettre à cette histoire de passer sous silence. Je veux vous aider à raconter cette histoire au monde. Je veux parler de AIMS partout dans le monde. Je veux dire ce que AIMS fait lorsqu'ils investissent dans le talent. Et voici, cette vidéo est le résultat de cette rencontre. Merci beaucoup. Bon, donc, alors j'aimerais dire quelque chose au sujet d'AIMS avant de débuter la discussion du panel. J'aimerais que vous sachiez tous que je suis certain que cette vidéo vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Mais les 3 ou 4 fois que j'ai visité AIMS, je dois vous dire quel privilège c'est pour le Canada d'appuyer cette initiative où il y a des gens qui viennent de milieux défavorisés, dans certains cas, des filles de travailleurs domestiques qui deviennent des grands scientifiques, des scientifiques nucléaires en Afrique pour aider l'Afrique a vraiment traité de sa crise énergétique. Lorsqu'il y a des gens qui améliorent la situation de l'eau potable et d'autres problèmes, alors ils aident à résoudre des problèmes de l'Afrique et du reste du monde. Le directeur du recrutement pour la Standard Bank of South Africa m'a dit, la dernière fois que j'étais là, que lorsqu'elle recrute pour une banque africaine, ils n'arrivent pas à trouver des gens en Afrique pour combler ces postes, donc ils doivent aller à l'extérieur. Et des organisations comme AIMS, mais elle est très excitée, très enthousiasmée parce qu'elle peut recruter des Africains pour travailler sur du modeling et des analyses financières africaines. Donc, c'est très impressionnant et c'est grâce à Thierry et son équipe. Je suis très émue. Un des étudiants que vous avez vu dans la vidéo qui avait dit que chaque étudiant, chaque diplômé est une étoile, ce type-là est à l'école de médecine de l'Université Yale. Il est né au Cameroun, élevé par sa mère tout seul, 6 enfants. Sa mère vendait des herbes dans le marché.
Il a été diplômé au Cameroun. C'était le meilleur étudiant. Il avait une grande vision. Il voulait faire des tas de choses pour le Cameroun et l'Afrique, mais avait aucune occasion. Et aucune université internationale ne voulait l'accepter, même s'il était le top. Alors, sa seule option, c'était de rentrer chez lui et de donner des cours de mathématiques. Alors, il a été reçu par Ames, il a reçu sa maîtrise, il a fait un doctorat à Cambridge, et avec une thèse incroyable, géniale. Et en ce moment, Martial est en train de faire de la recherche sur le lien entre la schizomyase et le VIH et le paludisme. Maintenant, pour nous, c'est peut-être, ça nous dit rien, mais de faire ça pour réduire la prévalence du VIH en Afrique. Et pourquoi la schizomyase? C'est la maladie parasitaire la plus importante après le paludisme et qui affecte surtout les femmes africaines. Alors, lorsque Martial aura terminé sa recherche va sauver des dizaines de millions de vies de femmes africaines. Alors, si vous vous posez la question, pourquoi est-ce que Ames se concentre tellement sur les sciences mathématiques? C'est pour ça. C'est pas un médecin, mais il est en train de faire des changements fulgurants. Alors, il y a plein d'exemples semblables. Et l'Afrique se rendra à la prochaine étape seulement en investissant dans ce domaine. J'ai parlé au président du Sénégal et le président du Ghana. Et ils m'ont dit, vous savez, lorsque on pense aux pays africains, depuis 50 ans, la plupart des étudiants qui passaient du secondaire à l'université, il y en avait juste 20% qui allaient en sciences. Alors, après ça, j'ai une question pour nos trois invités. Nous avons vu des vidéos qui étaient très intéressantes et on a entendu parler de statistiques qui parlent du développement de l'Afrique. Mais la question, c'est comment transformer les sciences et technologies, comment transformer ça en valeur commerciale, en emplois, des emplois qui vont créer la prospérité. Johan, on va débuter avec vous. Bien, à un certain niveau, c'est assez évident. En sciences et technologies, les gens, depuis 40 ou 50 ans, les gens ont toujours demandé est-ce qu'il y a un lien de causalité entre l'investissement R&D et en aval. En aval, y a-t-il un impact social ou économique en termes de qualité de vie? C'est très difficile de démontrer ce lien de causalité, car c'est une question qui est pas mal plus complexe. Mais à un certain niveau, c'est quand même assez évident. Lorsqu'on a investi en sciences et les institutions scientifiques, au niveau universitaire, il y a des études qui ont démontré que ce que l'industrie, la société civile, ce qu'ils recherchent de l'université, c'est une main-d'œuvre hautement qualifiée. Ça n'a pas changé depuis 10 ans. Et dans ma présentation, ce que je voulais souligner, c'est que les institutions ont été tellement affaiblies qu'elles ne pouvaient plus produire ces gens hautement compétents. Parce que si vous avez perdu des dizaines de milliers de vos universitaires à cause d'un exode, alors qui reste pour former les étudiants? Alors ce sont des gens peu formés eux-mêmes. Alors nous avons trouvé dans une étude il y a 3 ou 4 ans de 40 universitaires dans l'Afrique subsaharienne. Il y avait très peu de programmes doctoraux parce que les gens avec plus d'ancienneté étaient tous partis. Maintenant, on ne dit pas que tout le monde doit avoir un postdoc, mais ça nous prend des scientifiques médicaux, des ingénieurs et peut-être quelqu'un en sciences sociales comme moi à l'occasion. Et j'ai été formé comme philosophe, alors vous voyez d'où je viens. Et ça aussi, les philosophes sont passablement dénigrés. Alors, je prêche pour ma paroisse, mais
On a besoin de capital humain de qualité parce que ce transfert de connaissances et tout ça, c'est ce qu'on recherche. Ce sont des gens qui sont très compétents et qui vont devenir les entrepreneurs, les inventeurs, les gens qui vont créer les emplois. Alors, c'est difficile de démontrer qu'il y a un lien causal direct, mais je crois aussi que c'est tout à fait évident. On a besoin de ces institutions. Il faut avoir des institutions fortes pour développer ces compétences. Et que là vont commencer ces plaques tournantes d'innovation et ces couveuses de technologie et autres. Merci, Johan. Julia, qu'en pensez-vous? On va parler un peu du BRIC. Je pense c'est disons, pour le carburant, pour les fusées, on a besoin d'un capital de démarrage. Il faut savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il faut répéter l'expérience encore une fois. Et après ça, se rendre à la prochaine étape pour avoir des utilisateurs, avoir des ventes. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec une équipe, et à mon grand bonheur, et on a travaillé justement sur cette affaire. Et dans ce cas-ci, donc voici le BRIC. C'est une brique, alors c'est une génératrice de soutien pour Internet. Lorsque votre connexion Internet n'est pas disponible parce qu'il n'y a pas d'électricité, on passe à un réseau 3G, donc il y a votre carte SIM qui rentre ici. Et après ça, vous reconnectez. Entre pays, il y a un SIM intégré, alors vous êtes toujours branché et vous n'avez pas à changer toujours de carte SIM. Mais ça nous a pris beaucoup de temps avant d'avoir le capital nécessaire. On a utilisé ce qu'on appelle le crowdfunding, donc le financement public, afin d'avoir ce capital de démarrage. Et avec l'appui du Conseil de Oshahidi et d'autres participants, on n'arrivait pas quand même à démarrer sans d'autres investisseurs. Les investisseurs qu'on a eu pour BRIC étaient américains et britanniques. Alors, le carburant qui est nécessaire pour démarrer n'est pas là. On a eu de la chance et on a travaillé dur, mais on aimerait offrir une occasion à d'autres personnes qui ont des idées d'avoir un petit coup de pouce pour se rendre à la prochaine étape. Parce que vous ne pouvez pas emprunter de vos amis et de votre famille. Cette culture de risque, on est très sensible au risque, on n'aime pas ça. Et quand j'ai parlé à mes amis africains, nos familles n'aiment pas ça. Lorsqu'on échoue, c'est pas un rite de passage, c'est pas comme quelque chose à quoi on s'attendrait. Un échec, c'est comme tu viens de gaspiller l'argent que je t'ai donné. Alors, il y a beaucoup de choses à faire au tout début. Et lorsque vous avez des PME qui ont besoin de plus de 500 000 $ ou $1 million, là, ça devient quand même assez difficile parce que, mis à part les banques commerciales, on a une partie manquante. Il y a un financement intermédiaire qui n'est pas là pour permettre la croissance de ces petites entreprises. Et en passant, je ne crois pas, c'est pas juste les Africains qui sont sensibles au risque, les Américains n'aiment pas le risque non plus. Mais j'apprécie vos commentaires quant au risque et un capital de démarrage. Et là, vous me parlez de votre petit système ingénieux, cette brique que vous avez, j'aimerais en acheter un. Alors moi, c'est un produit fabriqué en Afrique, conçu en Afrique. C'est une solution pour un problème que nous connaissons tous. Mais c'est quand même fabriqué aux États-Unis. Et les emplois proviennent du côté manufacturier. Alors, qu'est-ce que ça va prendre pour que votre brique soit fabriquée en Afrique? On y travaille.
Premièrement, il faudrait avoir un changement fiscal, un système fiscal. On paye 100 $ sur l'importation de pièces électroniques. Alors, ça, c'est la première chose, un changement fiscal. Et aussi, apprécier les sciences et la technologie comme étant un moteur d'emploi. À l'heure actuelle, il faut avoir une meilleure reconnaissance qu'il y a un lien entre l'investissement, sciences et technologie, les prototypes, de créer cet espace et de créer un environnement propice. Je crois que le Nigeria est en train de changer tout ça, mais on est en train de négocier avec le Kenya afin d'avoir cette conversation de comment pouvons-nous importer des composantes et les fabriquer ici. Avec Ushahidi, on voulait redonner quelque chose à la société. Alors, avec cette brique, on a besoin de machines qui vont imprimer en 3D. On doit pouvoir imprimer des circuits, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas faire localement. Alors, encore une fois, on aimerait redonner à la société et on veut trouver un espace pour aller chercher de l'équipement de nos partenaires. Alors, qu'est-ce que ça prend pour créer une industrie de produits numériques? On n'a pas la réponse encore, mais avec la brique et tous les autres entreprises de périphériques, on est en train d'y songer. Et Thierry, quant à vous, quel est votre point de vue? De convertir les investissements pour transformer l'investissement pour que ça se traduise en emploi. Il y a 3 composantes à cette discussion. Ames a débuté en 2003 avec un centre d'excellence et on voulait agrandir pour prouver que le modèle pouvait être reproduit à l'échelle du continent. Et c'était très difficile. Et je me suis joint à Juliana pour avoir les fonds nécessaires pour le faire. La plupart des gens, et surtout le secteur privé, considèrent que l'investissement dans les compétences, c'est comme une perte d'argent. Mais le rendement, le retour sur cet investissement, lorsque vous investissez dans les compétences, le rendement est énorme parce que c'est une entreprise à long terme. Et en plus, les gens qui vont tirer profit de l'investissement, ce sont des étudiants, ce sont des diplômés. Ils vont devenir des ambassadeurs de facto de quiconque les a aidés à atteindre les objectifs et à réaliser leurs rêves. Alors, ce qu'on veut transmettre comme message, c'est ça. Premièrement, l'investissement. L'industrie Ames, l'initiative Ames est un des programmes. Donc, il y a une formation supérieure, donc doctorat et recherche. Deuxièmement, c'est l'engagement public, améliorer la qualité de l'enseignement en mathématiques et sciences. Le 4e, de la conscientisation. Et le 5e, c'est l'initiative qu'on aimerait lancer, le prochain Einstein. Donc, ce Next Einstein, ça a été conçu il y a 3 ans, qu'on a mis en œuvre il y a 2 ans. On veut réduire l'écart entre le secteur privé et les institutions d'éducation supérieure. On tente de dire aux dirigeants de dire, écoutez, nous sommes ici, on est en train de développer un nouveau programme d'éducation qui répond à vos besoins, aux besoins du marché. Et on veut former de jeunes scientifiques africains qui pourront être embauchés directement. On a parlé aux dirigeants d'entreprises en Afrique et ils nous disent, on embauche beaucoup d'étudiants, des étudiants brillants en maths et scientifiques. Ils sont bien formés, mais il y en a qui ne savent même pas comment
mettre en marche leur ordinateur. Donc, ils ne sont pas embauchables. Alors, il faut absolument avoir des gens qui peuvent être embauchables immédiatement pour l'industrie. Alors, c'est ce qu'on tente de faire avec le Ames Industry Initiative. Et l'investissement, si on investit dans le talent, et on va former des gens qui vont aller en entreprise, ils vont améliorer la rentabilité d'une entreprise. Ou même si c'est pour des gouvernements, parce que les compétences qu'on leur fournit en sciences mathématiques s'appliquent à chaque secteur de la vie humaine, nonobstant du type de secteur. Il y a des prises de décision, il y a de la planification, il y a de l'évaluation. En utilisant des compétences mathématiques qui peuvent s'appliquer à toute une gamme, que ce soit l'énergie, en santé, transport, communication. Alors, en bout de ligne, on ne peut pas mettre un chiffre à ce rendement-là, à cette rentabilité. J'imagine qu'avec la révolution qu'on va connaître avec les méga-données du laboratoire même de IBM qui vient d'être créé, alors c'est un marché énorme. Ça sera dans l'analyse des mégadonnées. Et il faut trouver les étudiants qui vont pouvoir y travailler. Et Neil Turok, qui est le fondateur de Ames et directeur du Perimeter Institute for Theoretical Physics ici au Canada, disait l'autre jour, et malheureusement il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il y a un rapport direct avec l'emploi quand on se concentre sur les sciences. Alors, les sciences de la découverte, il n'y avait pas un lien direct à l'économie qui était évident. Il a écrit un livre, The Universe Within, alors qui portait... Mais ce domaine de quantum physics a créé le téléphone cellulaire et des milliards d'emplois. Alors, c'est la physique quantique. Alors, le lien n'est pas toujours évident, mais le lien est là. On a un de nos étudiants de Ames qui s'appelle Marvelous. Elle est ici à Waterloo. Elle fait de la recherche au niveau doctoral. Elle est en train de développer un microprocesseur qui va faire en sorte que les ordinateurs seront plus sécures. Et après ça, elle va retourner en Afrique pour mener cette recherche. Et là, il s'agit d'un autre domaine, c'est l'information quantique. Maintenant, qu'en est-il du secteur privé? On a tous donné des exemples. Johan, il y avait GlaxoSmithKline. Alors ça, c'était quelque chose de très prometteur pour avoir plus d'usines pour produire des médicaments. Et avec la classe moyenne africaine croissante et les maladies chroniques, ils savent qu'il y a un marché. Alors, ils vont fabriquer plus de médicaments. Nous avons l'exemple de Philips et IBM, et ça c'est l'exemple de Julia. Et nous savons que c'est l'investissement privé qui donne un meilleur rendement que l'investissement des gouvernements. Comment attirer plus de ces multinationales? Comment les attirer en Afrique? Et comment convaincre des entreprises africaines d'investir davantage en R&D? Dans une de mes diapos, j'y référais. La recherche et le développement en Afrique dépend souvent de financement international.
dans Innovation Outlook, là où l'Afrique ne performe pas très bien, c'est l'investissement privé en R&D. Alors, c'est pour ça que ça prend des grands multinationales. Donc, c'est vraiment la responsabilité du gouvernement. Et on dit toujours en sciences et technologies que les gouvernements doivent non seulement s'engager et dépenser en recherche et développement, mais les gouvernements doivent créer un cadre de fonctionnement. Julia a parlé d'incitatifs fiscaux. Il y a des gouvernements africains maintenant qui... On doit accorder des abris fiscaux pour les centres de recherche et développement, mais il faut créer les conditions où les entreprises locales et privées, il faudrait que ce soit viable pour ces entreprises si elles veulent investir. En Afrique du Sud, dans la fin des années 90, nous avons perdu notre capacité de faire de la recherche et développement, et surtout dans l'industrie minière. On avait une capacité énorme et on a tout perdu au bénéfice de l'Irlande. L'Irlande avait de meilleures conditions dans l'industrie des mines de diamants. Alors, il faut faire très attention. C'était des industries qui, au fil d'un siècle, la capacité en exploitation minière profonde, bon, ça c'était dû à tout ce qu'on avait fait en 19e siècle. Ça, avec une seule décision ou plusieurs mauvaises décisions, nous avons tué notre capacité de recherche et développement dans un domaine où nous étions passés maîtres. Le CECIL a investi en ingénierie chimique et ses étudiants vont être embauchés par CECIL, et CECIL est la plus grande compagnie de recherche et développement en Afrique du Sud. Alors, il faut créer les conditions. Il faut alimenter les capacités indigènes. J'ajouterai 2 facteurs à cela. Comment attirer plus d'investissements dans le secteur privé et convaincre les entrepreneurs africains de faire affaire dans ce domaine-là. Premièrement, il faut raconter l'histoire. Conter l'histoire de ce qui se passe en Afrique. Chaque entreprise, on veut toujours avoir une entreprise là où la population est jeune. C'est l'Afrique. Et que l'Afrique est l'endroit où il y aura des percées en sciences et en mathématiques. Et l'Afrique, là où il y a eu des échecs en Europe et ailleurs, on peut se reprendre en Afrique parce que c'est un terrain vierge. Alors, une partie de compter l'histoire, c'est de rassurer les gens que si vous montez votre entreprise, il y a des initiatives qui vont vous aider d'aller chercher la main-d'œuvre compétente qu'il vous faut. Alors, c'est un continuum. Et chaque maillon de ce spectre est important. Alors, si je veux avoir une entreprise à Kigali ou ailleurs, ou en Éthiopie, et j'ai besoin de 50 ingénieurs et je ne peux pas les trouver, et je dois aller les chercher en Allemagne, au Canada, c'est pas un incitatif là, pour moi de démarrer une affaire. Mais si je sais qu'il y a des écoles de génie, qu'il y a des instituts de mathématiques et sciences, il y a des centres d'excellence qui vont former les gens qui sont embauchables immédiatement, là, je serai encouragée à démarrer mon entreprise car il y aura un développement local. Alors, c'est ce que je voulais ajouter. Un autre point, c'est l'investissement. Vous avez des entrepreneurs qui sont tout à fait brillants, qui ont un plan d'affaires
mais il n'y a pas de capital de lancement. Et c'est là où nos dirigeants politiques devraient avoir un fonds d'investissement précis pour du capital de lancement pour ces jeunes entrepreneurs. C'est quelque chose qui va les aider. Et ce n'est pas de la charité, ce sont les affaires. Quand j'étais au Kenya, j'ai rencontré le chef de l'Alliance canadienne d'entreprises. Il faut comprendre les besoins de l'industrie et il faut pouvoir les communiquer à des parties prenantes institutionnelles pour avoir ces arrimages afin de rassurer le secteur privé et pour convaincre ce secteur d'investir. On arrive vers la fin. En fait, on est en train de s'amuser, mais le temps file. Alors, il va falloir conclure. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'intérêt. Je crois que vous avez des questions. Alors, je vous encourage à vous présenter à aller à la table CRDI. Alors, si vous allez au lunch, s'il vous plaît, venez nous voir à la table CRDI. Vous pouvez parler à nos panélistes. Et là, on va demander à M. Lebel de clore la séance. Merci. Mais merci à l'heure 302, 303 et 313. Ce sont les tables du CRDI. Lorsque Johan a dit qu'il était formé pour devenir philosophe et vous, Julia, vous avez dit que vous étiez un geek et moi, j'ai été formée comme écologiste et les seuls qui s'intéressaient à ce que je faisais, c'était pendant les parties de Noël. Alors, mais pour moi, ça a été un privilège de travailler au CRDI depuis 17 ans. Et un de mes collègues disait que le CRDI est là pour construire une plateforme. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez eu un exemple parfait de tout ceci avec Johan, Juliana et Thierry. Et j'aimerais vous remercier, et Nasser aussi, évidemment, et l'équipe CRDI pour avoir organisé cette séance, qui était une séance super intéressante, même si je suis un peu biaisé. J'aimerais remercier le gouvernement du Canada qui soutient le CRDI depuis 44 ans et donne l'occasion d'interagir avec les chercheurs par le monde et qui peuvent avoir un effet non seulement chez vous, mais chez nous aussi. L'honorable Joe Clark, Marty Sahlberg, merci d'être ici. Le public, merci. Ça a été un privilège de vous accueillir ici. Et merci au Forum économique international des Amériques et à la famille Rémillard pour avoir donné l'opportunité au CRDI de pouvoir vous transmettre un peu à travers les gens que l'on supporte, le genre de travail que l'on fait et comment ce travail-là peut avoir un impact non négligeable sur l'éducation, sur l'innovation et sur les échanges commerciaux de notre pays avec le continent africain, mais avec l'ensemble de la planète. Thank you very much.